Jacques Trémollet de Villers, qu'on ne présente plus parce que je crois qu'il est déjà venu à Grenoble et la plupart d'entre vous le connaissent. Vous avez notamment lu les principaux ouvrages qu'il a en poésie, en histoire, en politique. Enfin, il a écrit différents ouvrages que nous avons tous appréciés. Voilà, donc ce soir, vous avez vu que le thème c'était le procès de Rouen et Jeanne d'Arc, et ça va nous sortir d'une actualité qui n'est pas forcément réjouissante, et au contraire on va prendre de la hauteur et on va prendre un peu un bain d'oxygène avec un sujet comme celui-là. Merci en tout cas d'être venu de Paris, et voilà, je garde simplement la parole pour vous dire que cette semaine on me demande d'annoncer une conférence de Marion Sigaud, historienne, sur les droits sexuels selon l'ONU ou la fin programmée de l'enfance, qui auront lieu donc samedi 8 octobre à 20h30 au prieuré Saint-Pierre-Julien-Thémard, donc 22 chemin du Brachet à Mélan. Voilà, donc ceux que ça intéresse, notez-le. Et puis, dans les sujets qui vont être traités au Cercle Léviguière en novembre, je vous ai affiché le prochain sujet. Donc c'est Jean-Christophe Lévesque qui va parler du Brexit et qui va parler de l'euro. Jean-Christophe Lévesque, que vous connaissez tous aussi, qui est souvent intervenu au Cercle Léviguière. Voilà, et je pense que nous aurons en décembre Frédéric Rouvillois qui nous parlera à partir de son ouvrage « Être ou ne pas être républicain », voilà, qui donc parlera un peu de droit constitutionnel et de politique. Voilà. Est-ce que je n'oublie rien, Vincent? Non. Voilà. Merci, maître. Merci à vous, monsieur, et à vous tous d'être là et de me donner l'occasion de parler du procès de Rouen, de ce livre qui, je le dis tout de suite, d'ailleurs comme vous le voyez sur la couverture, n'est pas mon livre, mais le livre de Jeanne d'Arc. Et ça me met plus à l'aise parce que parler de son livre, c'est toujours un petit peu gênant. Mais le livre de Jeanne d'Arc, ça ne me gêne pas du tout, au contraire. Et plus j'en parle, et plus j'ai l'occasion d'en parler, et plus je pense qu'il y a à l'intérieur de cet ouvrage tellement de choses qu'on n'en finirait pas. Alors je vais demander à l'organisateur de la séance de bien vouloir m'arrêter à un moment, parce que d'abord les avocats sont bavards, et ensuite, à partir du moment où on parle de ce sujet, ça peut durer des heures. Mais enfin, je vais quand même essayer de rassembler mon propos, de le résumer, et de vous dire, c'est vrai, vous avez dit que ça allait nous sortir de l'actualité qui est pour le moins pénible, mais ça ne va pas nous en sortir complètement, parce qu'en fait, je vais aussi essayer de vous montrer, je suis sûr que vous êtes persuadé d'ailleurs, de façon très rapide, que c'est très actuel. Et que, en fait, ces propos qui sont tenus au procès de Rouen, et si je m'y suis attaché, c'est aussi, c'est pas seulement pour l'amour de Jeanne d'Arc et pour l'histoire, mais c'est parce que cette présence de Jeanne d'Arc, si elle a 6 siècles, elle est aussi extraordinairement vive aujourd'hui, extrêmement vivante, et que de son temps aussi, il y avait grande pitié au royaume de France. Alors, vu les moyens de communication du temps, il fallait peut-être que Saint-Michel alla jusqu'à Don Rémy pour expliquer à une jeune fille qui avait grande pitié au royaume de France. Nous, aujourd'hui, il suffit d'ouvrir la radio et de regarder la télévision pour savoir qu'il y a grande pitié au royaume de France. Il suffit de sortir dans la rue. Donc, on n'a pas besoin d'apparition pour être certain qu'on se trouve dans cette situation. Et donc, il est extrêmement intéressant et en même temps extrêmement fort pour nous, pour notre intelligence et pour notre cœur, de voir ce qui s'est passé à ce moment-là, et tel que cela nous est décrit dans ce procès. Alors évidemment, on dirait l'histoire de Jeanne, on la connaît, et surtout dans les milieux où on pense droit, et où on a l'habitude quand même de méditer sur l'histoire de France. Mais je me suis aperçu que cette histoire, on croyait beaucoup la connaître. Et en tout cas, je parle pour moi, je croyais la connaître, et je ne la connaissais pas vraiment. J'ai fait ma première conférence publique il y a longtemps, j'avais 19 ans, sur Jeanne d'Arc, et sur le procès de Jeanne d'Arc. C'était dans une salle qui n'existe plus maintenant, à Paris, la salle des horticulteurs. Et j'ai dit, et j'ai commencé quand Jeanne a comparu dans son procès, elle avait 19 ans, et moi aussi.
maintenant, ça fait longtemps que j'ai plus 19 ans, mais Jeanne a toujours 19 ans. Et de cette permanence de sa jeunesse, que Pédy d'ailleurs décrit très bien, en disant, quand il compare avec cette Geneviève à la fin de son poème sur Ève, et l'une dans le ciel, l'âge que Dieu veut, c'est Geneviève, et l'autre n'a jamais que ses seuls 19 ans. Et elle aura pour toujours 19 ans. Et ce 19 ans et cette jeunesse, c'est aussi une force extraordinaire de Jeanne, en même temps que sa féminité, c'est aussi sa jeunesse, et cette jeunesse éternelle, qui nous dit aussi la jeunesse éternelle du royaume de France. Donc ça fait longtemps, ça fait donc plus de 50 ans, pour ne rien vous cacher sur mon âge, ça fait plus de 50 ans que j'ai fréquenté et que je fréquentais le procès de Jeanne d'Arc, dans l'édition qu'on avait donnée Robert Brasillac en 1932 et puis ensuite en 1942. Et ensuite réédité plusieurs fois. Mais je ne l'avais pas vraiment lu. Si, je l'avais lu. Je l'avais lu, mais je l'avais lu comme on le lit, c'est-à-dire un peu à la course. J'avais lu la magnifique préface de Robert Brasillac. Et ensuite, le texte du procès qu'il livre en vrac, comme ça, comme le fait le père Drucker, comme le fait le père Riquet, comme l'ont fait à peu près tous ceux qui ont publié le procès de Jeanne. Et en le lisant comme ça, j'avais trouvé bien sûr des perles que tout le monde connaît, qui sont les réparties les plus célèbres. Mais je n'avais pas compris dans sa totalité, dans sa plénitude, non seulement le procès, mais, je dirais tout simplement, Jeanne. Et il y a 2 ans environ, après une conférence que j'avais faite à Lourdes, enfin qui n'était pas sur Jeanne d'Arc, mais j'avais terminé sur Jeanne d'Arc, et après la discussion que nous avions eue avec quelques-uns, en rentrant chez moi, je me suis dit, mais au fond, j'ai pris ce procès qui était toujours sur ma table. Nous avons l'habitude, enfin, chacun a ses habitudes, mais nous, avocats, il nous arrive d'avoir, mon père était pareil, et j'ai toujours vu ça, sur nos bureaux qui sont grands à cause des dossiers, quelques livres qui sont les livres auxquels on se reporte tout le temps, sans me comparer à mon grand maître Pierre-Antoine Berrier, le grand avocat du 19e. Berrier avait toujours sur sa table quelques livres, l'imitation de Jésus-Christ, Bossuet, etc. Et un jour qu'un client était venu le voir, à l'époque il n'y avait pas eu sur le téléphone, et donc on ne prenait pas rendez-vous par téléphone, on passait, on frappait à la porte de l'avocat et on disait au domestique qui ouvrait, est-ce qu'il est libre? Et s'il est libre, on dit oui, ben, allez-y. Et alors cette personne qui était un ami en même temps qu'un client rentre et trouve Berrier en train de lire Bossuet, il dit, oh excusez-moi maître, vous étiez en famille. Et donc, on est ainsi quelques textes avec lesquels nous sommes en famille. Donc j'étais en famille avec ce texte. Et je le prends, et je me suis dit, je vais le regarder en avocat. Ce qui était quand même pas très original, puisque ça fait dire que 45 ans que j'étais avocat, ou 48 ans. Et donc, mais enfin c'est comme ça, hein, on met parfois beaucoup de temps à faire des choses très simples. Et je me suis dit, je vais le regarder, donc je vais prendre audience par audience, pièce par pièce, comme un procès d'assises, puisque c'est un procès criminel, comme un procès d'assises, et je vais chercher pourquoi les juges posent la question, qu'est-ce qu'ils cherchent, qu'est-ce qu'ils veulent construire. Bien sûr, ils cherchent sa mort, ça c'est évident, mais en dehors de ça, s'ils font un grand procès, s'ils cherchaient que sa mort, ils avaient qu'à l'étrangler dans sa prison, et puis c'était fini. Hein. S'ils font faire ça, c'est qu'ils cherchent quelque chose. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Et Jeanne, a-t-elle un système de défense ou pas? Est-ce qu'elle a construit son propos? Qu'est-ce qu'elle fait? Et là, dès la première audience, je dis bien dès la première audience, j'ai trouvé, je suis resté saisi par une chose simple, mais étonnante pour un homme de loi, c'est la maîtrise que Jeanne montre de la tactique, de la stratégie judiciaire, de la pratique judiciaire. Et là, je me suis dit, mais enfin, je suis resté étonné, comme on disait au grand siècle, l'étonnement qui vous saisit. Et je me suis dit, mais enfin, comment se fait-il, quelle est cette maîtrise? Et j'ai essayé de trouver dans l'histoire des comparaisons. Or, aucun grand chef d'État, aucun grand chef militaire qui s'est passé devant une juridiction n'a organisé sa propre défense. Aucun. En général, ils s'en sont tous remis à leurs avocats. Pour une raison simple, c'est que la stratégie, le terrain n'est pas le même.
Et ceux qui avaient une extraordinaire expérience du terrain militaire, et qui avaient été des grands chefs militaires, des grands génies militaires même, se trouvent complètement désarçonnés quand ils se trouvent devant ces hommes de loi, et c'est pas du tout la même chose. Le maréchal Ney, je comprends parce que Berryer père et Berryer fils avaient été en même temps ses avocats, Ney, quand il se trouve devant ces juges, est tellement désarçonné. Lui qu'on entendait à la bataille d'Iéna, on l'entendait au milieu du fracas de la bataille donner ses ordres. Donc il avait une voix comme on en avait dans ces temps-là, des trucs qui vous traversaient la place entière. Bon, en plus que la place, tout le champ de bataille. Bon. Et en plus c'était un colosse, et en plus il avait mené des batailles considérables. Enfin c'était Ney, quoi, c'était le maréchal Ney. Eh bien, il est tremblant et il dit à Berryer qui a 20 ans, son fils, préparez-moi un texte pour que je réponde, je sais pas ce que je veux dire. Et donc, après, il est magnifique au peloton d'exécution. Mais avant, dans la stratégie, il n'y en a pas. Louis-Napoléon Bonaparte, qui n'était pas quand même n'importe qui, c'est pareil, il s'en remet aussi totalement à Berryer. Il ne sait pas. Berryer l'en sortira d'ailleurs, c'est comme ça, après, il est président de la République, puis empereur. Pétain s'en remet totalement à son avocat, qui fait une brève déclaration, il s'en remet. Salan, c'est pareil. Déclaration, ils s'en remettent tous. Et c'est très compréhensible parce que, avec beaucoup d'intelligence, ils disent c'est pas notre terrain, c'est pas notre méthode, c'est pas notre métier, vous c'est le vôtre, allez-y, on s'en remet. Jeanne, elle n'a pas d'avocat. Elle n'a pas d'avocat, elle a 19 ans, et elle se trouve, alors, je rentre tout de suite dans le vif du sujet, elle a 19 ans, et elle est devant dans la grande salle de la chapelle royale du château de Rouen, qui n'existe plus aujourd'hui, et là, elle a devant elle une cinquantaine, 48 ou 49, parfois ça peut jusqu'à 65, évêque, père abbé, docteur, insigne docteur en sacrée théologie, le docteur en droit, bien entendu, en l'un et l'autre droit, le sommet de ce qu'on fait de mieux dans l'intelligentsia du royaume de France et d'Angleterre, puisque c'est comme ça que ça s'appelle à l'époque. Ils viennent tous de l'université de Paris, qui se définissait elle-même en toute simplicité le soleil radieux de la chrétienté. Et ils sont le sommet, ils sont ce qu'on fait de mieux. Et juste une petite note pour vous rappeler, en cette période-là, à ce moment-là, il y avait 2 papes. Aujourd'hui aussi on a 2 papes, mais on a 2 papes, un émérite et en fonction. Là, il y avait 2. Et comme il y avait 2 papes, on avait interrogé l'université de Paris, qui était le sommet, pour lui soumettre la question et pour savoir quel était le vrai pape. Et après consultation de l'université de Paris, on s'est retrouvé avec 3 papes. Donc, ce qui fait que des Italiens, très vexés d'avoir été dépossédés de leur autorité par l'université de Paris, disaient avec l'accent italien, bah, je crois que l'université de Paris a une caisse d'où elles sont les papes comme elle. Et donc, c'est vous dire, l'autorité de l'université de Paris, elle faisait les papes. Et non seulement elle faisait les papes, mais elle avait fait les rois. Puisque c'est elle, et notamment Cochon, Pierre Cochon, évêque, qui fut avant recteur de l'université de Paris, et qui a rédigé quasiment le traité de Troyes, le honteux traité de Troyes, 1420, par lequel Charles VI, fou, et Isabeau de Bavière, débauché, sa femme, cède le royaume de France au roi d'Angleterre et déshérite Charles VII comme parricide. N'importe qui, n'importe quel homme de loi, et n'importe quel homme tout à fait sensé, ou à peine sensé, dirait un contrat signé par un fou, assisté d'une débauchée, déshéritant son fils comme parricide alors que le fils n'avait rien fait, il est nul. Ça éclate à l'évidence. Eh bien, l'université de Paris est beaucoup plus intelligente que les gens sensés, comme nos élites aujourd'hui. L'université de Paris dit, mais c'est génial, on fait la paix, on fait le nouvel ordre mondial, on fait l'Union européenne. Il n'y a plus que le royaume de France et d'Angleterre, et à partir de là, on arrête cette guerre interminable, et elle rédige un serment que tout bon Français, noble, chef de corporation, responsable de village, etc., enfin toute personne ayant un petit peu d'autorité, ça veut dire beaucoup de monde, doit prêter serment de servir le roi de France et d'Angleterre et de lutter par tous les moyens contre le prétendu Charles VII.
Voilà, c'est ce qu'ils ont fait en 1420. Et après 1420, les choses se déroulent selon la volonté de l'Université de Paris et du roi d'Angleterre, qui bat la France de tous les côtés. Enfin bref, le royaume, ce qui reste de Charles VII, à la fin, vous le savez très bien, quand Jeanne intervient, c'est qu'il n'y a plus qu'Orléans. Et il n'y a tellement plus qu'Orléans que les ambassadeurs de Venise, qui sont en général les meilleurs observateurs du temps, écrivent à la Sérénissime République, si Orléans tombe, le roi de France n'aura plus qu'à aller chercher son pain à l'hôpital. Et celle qui recevra à Bourges la Jeanne, quand la première fois qu'elle y arrivera, et la femme de l'intendant du grand trésorier du roi du temps, dit « Il restait au roi et à mon mari 3 écus ». Voilà où on en est. Et la situation est tellement désespérée que Charles VII, qui n'est pas encore Charles VII, le dauphin Charles, il est normalement Charles VII, puisque Charles VI c'est mort. Donc, mais enfin, il n'est pas reconnu à l'époque, effrayé, et plus qu'effrayé, démoli par toutes les défaites que ces armées subissent depuis, sans arrêt, un jour, plutôt une nuit, dans le château de Loches où il était, se lève, va à la chapelle, tombe à genoux et dit « Seigneur, si je ne suis pas le fils de mon père, si toutes ces défaites s'expliquent parce que je ne suis pas le fils de mon père, ce qui, vu l'inconduite de sa mère, n'était pas du tout impossible. Alors, envoyez-moi un signe pour que j'arrête cette guerre et qu'on arrête de faire souffrir les peuples pour rien. Je me retirerai en Aragon, chez ma belle-mère, ou en Écosse, chez mes amis, et puis qu'on arrête tout. Mais envoyez-moi ce signe. » Et quand Jeanne arrivera à Chinon, elle, dans la grande salle, dans cette scène célèbre, où il y avait plus de 300 chevaliers, et où le roi avait installé à la place royale un nouveau chevalier, et lui s'était mis dans la foule, et que donc Jeanne, fend dans la foule, va vers lui, lui met un genou en terre, et il dit « Mais je ne suis pas le roi. » Il dit « Si, vous êtes le dauphin. » Et elle l'emmène dans la petite chapelle qui est au fond de la grande salle du château à Chinon, et là elle lui dit, avec un tutoiement qu'elle n'emploiera que cette fois, « Je connais ta prière secrète, et je suis venu te dire de par Dieu que tu es vrai héritier du royaume de France. » Et là, évidemment, le roi Charles, il faut voir les tableaux du temps, le tableau de Fouquet, quand vous regardez le tableau de Fouquet avec Charles, il a les paupières qui tombent, les joues qui tombent, tout tombe. Et il a les genoux, enfin on ne le voit pas sur le tableau parce qu'il est juste là, mais toutes les chroniques du temps le disent, il a les genoux cagneux là, qui s'entrechoquent. Enfin, c'est pas le duc d'Alençon, ni Lahire, ni Xaintrailles, c'est pas. Bon, il n'est pas. C'est pas le top, hein. Bon. Et je pense que Jeanne en arriva à lui dire bon, bah, il faut faire avec ça, on fera ça avec ça. Mais elle, quand il ressort de la chapelle, de la vie des chroniques temps, il est tout remonté. Et il est transformé, même physiquement, il est transformé. Les gens se disent, il s'est passé quelque chose. Et ce secret, alors j'en viens tout de suite au procès, parce que sinon on pourrait y passer le temps. Ce secret, c'est la première chose que veulent les juges. Le procès se décompose en 3 procès. Le premier, c'est le procès politique. Ils veulent savoir le secret entre Jeanne et le roi. Le second, c'est le procès religieux. Comme ils n'ont rien trouvé contre elle, il faut trouver une hérésie. Elle est poursuivie pour hérésie. Mais l'inquisiteur a beaucoup de mal. L'inquisiteur n'a jamais voulu venir. Il a envoyé un sous-inquisiteur, un vice-inquisiteur. Il a traîné des pieds parce qu'il sentait très bien que ce n'était pas un procès religieux, que c'était un procès politique. Mais il était habillé en procès religieux. Et donc, et Cochon, qui est très fin, juriste, très malin, dit, bon, puisque j'ai rien contre elle, j'ai rien du tout. Ils avaient pendant, vous savez, Jeanne est arrêtée, faite prisonnière à Compiègne en Vendée, 1430, et elle commence à comparaître le 21 février 1431. Donc entre-temps, ça fait long quand même, entre-temps, Cochon a envoyé des émissaires partout, il a fait faire une enquête, il a essayé de se construire un dossier. Et les gens,
avait des gens à Domremy. Et les enquêteurs sont revenus en disant ce qu'on nous a dit de cette femme, on aurait aimé l'entendre de notre mère, de notre fille, de notre sœur. Alors on a dit vous gardez votre truc pour vous, et si vous le sortez, on vous met à la scène. Donc ils sont partis. Donc il n'y a rien. Ils ont cherché les crimes de guerre, ce qui était quand même très fréquent à l'époque. Très fréquent. Pas oublier que, on l'a complètement oublié, il ne faut pas oublier qu'à la bataille de Zincourt, ou 1415, où Charles d'Orléans a été fait prisonnier, le comte d'Alençon aussi, le roi d'Angleterre a fait couper la tête à plus de 500 chevaliers français qui étaient prisonniers. Catine, avant. Et les chevaliers anglais, outrés, on dit, mais sire, c'est pas possible, c'est contraire à toutes les lois de la guerre. Parce que ces gens se sont rendus entre chevaliers à nous. Donc on ne peut pas faire ça. Et en plus, c'est absurde, parce que ce qu'on faisait à ce moment-là des chevaliers, c'est qu'on les vendait à rançon, et la rançon payait l'effort de guerre. Donc sire, c'est à la fois criminel, contraire à toutes les lois de la chevalerie, et c'est en même temps absurde financièrement, mais c'était politiquement extrêmement intelligent, bien que sanguinaire. C'est que le roi d'Angleterre se dit à ce moment-là, si j'éradique la noblesse française, je rentre comme je veux. J'ai plus personne en face de moi. Et à force de suppliques des chevaliers, il a épargné Charles d'Orléans parce qu'il était de sang royal, et d'Alençon parce qu'il était de sang royal. Tous les autres sont passés. Ils sont passés. Donc on ne fait pas dans le détail. Hein. Et après, s'il y a grande pitié au royaume de France, c'est que les mercenaires, qui sont Armagnac ou Bourguignon, qui circulent partout, n'étant pas payés la plupart du temps, se payent sur la population, c'est-à-dire qu'ils rentrent dans les villages, ils pillent, ils violent, ils tuent, ils brûlent. Voilà. Donc c'est ça la grande pitié, c'est pas de la littérature, hein, c'est vraiment effrayant. Bon. Et donc, on dit, Jeanne, ayant commandé ces gens-là, elle doit bien avoir un petit peu de sang sur les mains, quoi. Elle doit bien avoir quelques crimes de guerre. Donc ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Et puis c'est une femme, au milieu des hommes, doit bien avoir un truc sexuel quand même. Bon, il doit bien y avoir quelque chose. Donc ils ont cherché aussi, perdu de mœurs et tout, ils n'ont rien trouvé. Donc ils n'ont rien. Et c'est pour ça qu'ils se disent, ben alors on va la coincer avec quoi? Avec ses propres réponses. Et c'est pour ça que, c'est la seconde partie du procès, les juges, alors qui sont en masse, l'assaillent de questions tout le temps pour essayer de la faire craquer et de lui faire dire quelque chose de contraire à la foi. Et elle tiendra tête, avec des raisonnements très subtils, de théologiens très subtils et très forts, et elle tiendra tête et elle les enverra tous bouler. Bon. Donc, et le troisième procès, c'est le procès, alors c'est plus du tout un procès, c'est plus rien, c'est ces hommes qui se disent, non mais c'est pas possible, quoi. Elle ne va pas nous tenir tête. On va l'écraser. C'est un affrontement direct. On va l'écraser. Tu vas plier. C'est tout. Donc, menace de torture, donc mauvais traitement, donc sous-alimentation, enfin tout ce qu'on veut pour la mettre en état de plus grande faiblesse. Torture spirituelle dans des conditions qui sont inimaginables. Suppression de la confession, suppression de la communion, de la messe, de tout. On lui envoie un confesseur, mais c'est un faux confesseur. Pendant qu'elle se confesse, il y a un cochon qui écoute la confession derrière la porte. Enfin, et quand elle est malade, à un moment, et on se demande si le cochon l'a empoisonné ou pas, mais probablement non, parce qu'il fallait qu'elle soit vivante et qu'elle soit brûlée. Il ne fallait pas qu'elle meure comme ça. Mais enfin, elle est malade, elle croit qu'elle va mourir. Et de l'empoisonnement, une carpe qu'elle a mangée, et que l'évêque lui a envoyé. Et quand elle est à la dernière extrémité et qu'elle dit, avec son langage magnifique et délicieux, elle dit pas je vais mourir, elle dit si Dieu veut faire ce plaisir de moi, eh bien je demande à être enterré en terre chrétienne. Je lui dis mais Jeanne, ça, pour que ce soit possible, il faut que vous abjuriez tout ce que vous avez dit, il faut que vous renonciez, il faut que vous acceptiez de reconnaître que vous êtes sorcière, blasphématrice, etc. Il faut que vous y veniez. Donc on ne peut pas imaginer torture plus torturante. Quoi. Elle dit, eh bien dans ces cas-là, faites de moi ce que vous voudrez. Bon. Et donc c'est un affrontement qui aboutira à ce qu'on appelle la fausse abjuration, et ensuite au bûcher. Donc voilà le cheminement de ce drame qui est unique dans l'histoire judiciaire, qui est unique dans l'histoire politique, et qui en même temps ouvre
ce qu'on a connu après, qui n'a pas la même ampleur que Jeanne, mais qui est quand même le procès politique. C'est pour ça qu'il est extrêmement moderne, parce que c'est le premier procès en idéologie, c'est le premier procès véritablement politique, qu'ensuite les procès soviétiques, les procès de l'épuration, les procès politiques qu'on a connus, les procès de la Révolution, le procès de Louis XVI, le procès de Marie-Antoinette, etc., seront je dirais des pâles reproductions de celui-là, parce que d'abord celui-là il dure longtemps, 21 février, 30 mai. Et alors que les autres sont vraiment expédiés. Mais parce qu'ils cherchent, ils veulent construire ce procès. Cochon voulait un beau procès, pourquoi? Parce qu'il voulait envoyer à toute la chrétienté, et ce qu'il a fait d'ailleurs quand ça a été fini, envoyer à toute la chrétienté la preuve que par un procès, par les actes d'un procès, et par un jugement rendu par un tribunal, le plus beau tribunal qu'on ait jamais vu, le plus nourri, le plus compétent, le plus extraordinaire, il avait été dit que cette femme était une sorcière diabolique, et que donc le roi, le prétendu roi qu'elle avait fait sacrer à Reims, avait été cornaqué par une sorcière diabolique, et que donc sa cause était complètement désavouée, complètement ridiculisée, complètement ternie devant toute la chrétienté. Car Jeanne, en quelques mois, était devenue une vedette mondiale. Elle était devenue, l'université de Paris le dit, elle a infesté toute la chrétienté. Jusqu'à la cour du sultan de Turquie, on parle d'elle. On en parle à Venise, on en parle à Madrid, on en parle à Séville, on en parle en Allemagne, on en parle dans le nord de l'Europe, on en parle partout. C'est un phénomène incroyable et qui s'est répandu, et dont les nouvelles se sont répandues comme ça se répandait à l'époque, aussi rapidement que le téléphone et Internet. Bon. Et donc, et par tous les réseaux, évidemment, ecclésiastiques aussi. Donc voilà voilà le schéma. Alors, et pourquoi je dis qu'elle m'a sidéré? Ben, tout simplement, au tout début du procès, premier jour, elle est donc là, elle arrive, petite jeune fille de 19 ans, et devant elle, il y a donc 50 ou 60 juges, et Cochon lui dit, maintenant, alors il dit un peu l'acte d'accusation, quelques phrases, parce qu'en fait, l'acte d'accusation dans ce procès, il viendra à la fin. Bon. Et il lui dit, maintenant vous allez prêter serment de dire la vérité sur les questions que je vous poserai. Et ce qui aujourd'hui ne se fait pas, mais qui était à l'époque la routine de la procédure. Aujourd'hui, ça ne se fait plus, parce que dans notre hypocrisie moderne, on dit, le président du tribunal de la cour d'assises dit à l'accusé, vous avez le droit de mentir. À quoi l'accusé, chapitré par son avocat, dit, je n'en abuserai pas, monsieur le président. Bon, et donc, on est en fait, bon, vous dire, vous avez le droit de mentir, ça veut dire que votre parole ne vaut rien, mais on vous insiste beaucoup, on vous pousse beaucoup à dire la vérité. Parce qu'après, très vite, on dit, enfin, monsieur, vous avez dit ça, mais il n'y a pas le contraire, et puis hier, vous avez dit ça, mais vous dites le contraire, etc. Donc, vous ne dites pas la vérité. Donc, en fait, ce qu'on cherche, c'est l'aveu. Et c'est ça. C'était comme ça au temps de Socrate. C'était comme ça au temps du Christ. C'était comme ça au temps de Jade. Et c'est comme ça aujourd'hui. Et ça ne changera jamais tant qu'il y aura la justice des hommes. On cherche l'aveu quand on n'a pas de preuve. On cherche l'aveu de la personne, et si on tient l'aveu, on le tient. Donc là, on le tient par le serment. Et donc Jeanne, on dit à Jeanne, vous prêtez serment. Et c'est une routine procédurale. Et Jeanne, avec une intuition extraordinaire, dit, et une autorité, ils sont 60, hein. Elle dit, mais je ne sais pas sur quoi vous voulez interroger. Peut-être par aventure me demanderiez-vous quelque chose sur lequel je ne vous répondrai pas. Donc je ne prête pas serment. Alors Cochon, c'est la première fois que ça lui arrive. Alors il dit, enfin quand même, même un prince, s'il est interrogé en matière de foi, doit répondre par serment. Il dit, en matière de foi, volontiers, je répondrai. En évacuant le politique. Elle dit, vous répondrez sur tout ce qu'on vous demandera. En matière de foi, volontiers, je répondrai. De mon père, de ma mère, des choses que j'ai faites, venu en France, volontiers, je répondrai. Mais de ce que j'ai dit et de ce que j'ai fait avec mon roi, vous n'en saurez jamais rien. Dussiez-vous m'écarteler à 4 chevaux. Terminé. Hein. Bon. Et donc, elle a tout de suite, elle a dit, mais j'ai pigé ce que vous voulez. Vous voulez le secret entre le roi et moi? Ben, vous l'aurez pas. C'est un homme de guerre, Jeanne, aussi. C'est un homme de guerre. Donc, les secrets de la guerre, les secrets de son comportement, et ses secrets à elle.
Et ils ne le seront pas. Et vous pouvez m'écarteler à 4 chevaux. Après, je vais vite parce que sinon, bon, si je vous dis tout ce qu'il y a dans le livre, vous n'achèterez pas le livre, donc ça ne sert à rien. Et ensuite, vous ne le lirez pas. Alors, je suis venu pour vous dire qu'il fallait le lire. Et du coup, après, ils sont tellement, exaspérés qu'ils la soumettent. On va la soumettre à la torture. Alors, elle était déjà soumise à ce qu'on appelait à l'Inquisition la torture moyenne. La torture moyenne, d'abord, c'est l'emprisonnement. L'emprisonnement préventif était considéré par l'Inquisition comme une torture moyenne. Moi, je répète sans arrêt maintenant à certains juges d'instruction qui viennent de temps en temps introduire les gens en prison. Je leur dis, vous savez, sous l'Inquisition, sous l'Inquisition, c'était considéré comme une torture. Et une torture moyenne. Il y a la sous-alimentation, il y a le traitement en prison. Elle était prisonnière, Jeanne, il y a un terroriste là qui se plaint parce qu'il n'est jamais seul. Il y a des caméras de télévision qui le regardent. Jeanne, et le Conseil d'État se pose la question de savoir si c'est vraiment humain de regarder un terroriste dans sa prison tous les jours. Jeanne, dans sa prison, elle est gardée par 5 hommes, 3 dehors et 2 dedans, dans la cellule. Donc elle n'est jamais seule, pour une femme. Elle n'est jamais seule. Et elle est attachée des fers aux pieds, avec des chaînes, des boulets, les mains. Et quand elle dort sur le lit, elle est attachée aux pieds, aux mains, et une barre transversale là, avec 2 poids de chaque côté. Et quand elle veut se lever, comme elle dit, pour nécessité de corps, il faut qu'elle appelle les gardiens, qui soulèvent tout, etc., et qui la voient partir en ricanant vers les latrines. Donc, voilà, c'est ça, concrètement, la torture moyenne. Mais là, on va lui proposer, enfin, on va lui montrer la torture, on va la menacer de la torture exceptionnelle. Alors, la torture exceptionnelle, c'est ce que nous appelons la torture, c'est-à-dire les pinces, les tenailles, la baignoire dans laquelle on la trempe, etc. Et donc on l'amène au sommet de la tour, là où il y a la salle de torture, et là on voit des grands costauds qui ont... Là, il y a le soleil qui passe, enfin je l'imagine peut-être, bon, et qui fait reluire tous les instruments de torture. Et Jeanne éclate de rire. Et elle dit, mais vous pouvez m'écarteler à 4 chevaux, vous pouvez me découper en morceaux, je ne vous dirai rien. Et alors ça c'est une phrase extraordinaire, et si d'aventure je vous disais quelque chose, aussitôt après je dirais que ça ne vaut rien, puisque je l'ai dit sous la torture. Ce qui est l'argument définitif contre la torture en matière judiciaire. Je dis que Amnesty International devrait élever une statue partout, dans tous les endroits, et l'association qui lutte contre la torture, l'abolition de la torture, devrait élever une statue parfois à Jeanne en disant « Jeanne, en une phrase, a dit plus que 100 000 traités, et si d'aventure je disais quelque chose, aussitôt je vous dirai après que ça ne vaut rien, puisque je l'ai dit sous la torture. » Bon. Donc ils hésitent, ils délibèrent, et en définitive, ils décident qu'ils ne la torturent pas. Ce qui prouve que quand même, parfois on peut éviter aussi. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, et qu'on comprend quand on voit le passé de Jeanne, c'est que Jeanne, c'est un homme de guerre. Et que les types qu'on lui montre là, avec leurs gros muscles et leurs outils, mais c'est ses compagnons. Elle a eu ça comme soldat. Donc ça ne l'impressionne pas du tout. Au contraire, ça l'a mis plutôt dans le bain, quoi. Enfin, il faut voir, elle a quand même livré bataille. Elle a livré bataille à Orléans, elle a livré bataille à Meung, à Patay, à Jargeau, à Beaugency, à Compiègne, à la Charité-sur-Loire, à je ne sais plus où encore, à Paris. Enfin bon, c'est un homme de guerre. Bon. Elle était, disent ses contemporains, fort ignorante en tout, sauf dans l'art de la guerre. Et donc non seulement ça ne l'impressionne pas, mais voilà. Bon, eux, ça les impressionne peut-être, parce qu'eux, c'est des hommes de loi. Fragiles. Bon. Mais elle, c'est une cavalière. Hein. Bon. Donc, elle rigole. Bon, enfin bref, donc ils sont tellement impressionnés par le fait qu'elle n'est pas impressionnée, qu'ils décident en définitive de ne pas la torturer. Donc, elle a gardé son secret. Et on vous a dit, mais elle aurait pu le dire. Pourquoi? Parce que le roi après le dira. On le saura, puisqu'on le sait maintenant. Mais elle est très fine, parce qu'elle